Paysans autrement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Territoria en direct du studio Village Semences toute cette semaine avec SEMAE, l'interprofession des semences et des plants, notre partenaire, et les émotionneurs qui sont à l'origine de ce magnifique studio et sans qui il n'y aurait pas de réalisation. Donc on les salue et on les remercie bien sûr. Paysans autrement, sous le signe aujourd'hui de la pomme de terre. Oui, la pomme de terre, aliment que l'on adore évidemment, que ce soit en frites, en purée, en gratin, en parmentier aussi évidemment, du nom d'Antoine Parmentier, pharmacien agronome du XVIe siècle, il faut le rappeler, sans qui nous n'aurions peut-être pas connu tout simplement la pomme de terre. Alors aujourd'hui la pomme de terre est partout, sauf dans nos restaurants, puisque les restaurants sont fermés à cause du Covid, vous le savez. D'ailleurs, on salue nos amis restaurateurs qui souffrent maintenant depuis des mois. Puis on espère aussi qu'à la mi-avril, eh bien, ils seront libérés en quelque sorte et qu'on va retrouver au moins nos terrasses. Aujourd'hui, la pomme de terre est partout, donc malgré tout, eh bien, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup d'espèces, beaucoup de qualités différentes. Et évidemment, on va évoquer tout ça parce qu'on se pose évidemment beaucoup de questions. Justement, quelles sont ces variétés? Est-ce que certaines sont meilleures pour faire les frites et d'autres pour faire les purées? Enfin, on va évoquer tout ça, on va savoir tout sur la pomme de terre et c'est le dossier du jour. Paysans autrement, la pomme de terre a-t-elle la patate? Et pour en parler aujourd'hui, Éric Falloux, président de FN3PT, l'Institut technique de la Fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, qui est avec nous à distance. Bonjour Éric Falloux. Alors j'espère qu'Éric Falloux m'entend, parce qu'on le voit pour le moment, en tout cas, c'est déjà pas mal. Donc on espère qu'il va nous entendre dans un instant. Et puis à mes côtés, Pierre Marchessault, chroniqueur gastronomique sur Radio Territoria. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'être à mes côtés, directeur de l'Université du goût de Paris, de recettes-et-terroirs.com et de cuisine-terroir.com également, grand chef cuisinier devant l'éternel, puisque vous avez eu 2 étoiles, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas si je les ai mérités, mais je les ai eus, alors je les ai gardés. Alors c'est le principal. On peut vous décrire, mon cher Pierre, comme un amoureux de la pomme de terre, notamment? Tout à fait. Et la patate, comme on a coutume de dire, est un produit qui a bercé ma jeunesse, comme à tout le monde. Et moi, je l'ai traité dès que j'étais en âge de comprendre les choses et d'enseigner dans mes différentes écoles comme un élément de nutrition. Et chose que peu ne font, car c'est un véritable produit nécessaire au corps humain. Nécessaire au corps humain, carrément. Carrément. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites avec des sportifs et qui ont fait des courses et ils ont été nourris avec de la pomme de terre. Et on a à côté mis d'autres coureurs qui étaient avec de l'eau ou avec d'autres produits. Eh bien, les seuls qui sont arrivés en forme et ont gardé la consistance nécessaire à récupérer, c'était ceux qui avaient mangé de la pomme de terre. Bon, on va évidemment évoquer et continuer d'évoquer tout ça tout au long de cette émission aujourd'hui. Est-ce que Éric Falloux est de retour et est-ce qu'il m'entend? Éric Falloux n'est pas de retour, visiblement. Alors Éric Falloux, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ne m'entend pas. J'aimerais qu'on l'ait évidemment parce que on voudrait évoquer avec lui ces variétés de pommes de terre et surtout la recherche aussi qui va avec, parce que c'est tout un travail de recherche qui est mis en œuvre autour de la pomme de terre. D'ailleurs, on peut parler un petit peu quand même de l'état de santé du secteur. Si on a titré cette émission « La pomme de terre a-t-elle la patate ?», c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que aujourd'hui 800 000 tonnes de pommes de terre n'ont pas trouvé preneur et c'est à cause notamment de la fermeture des restaurants. Je le disais, 800 000 tonnes évidemment c'est considérable étant donné que les restaurants sont fermés et il faut quand même signaler que le gouvernement a fait un petit geste, enfin un geste important, puisque une aide de 50 € la tonne
a été distribué pour ceux qui ne parvenaient pas à vendre ces pommes de terre. Donc voilà, il faut quand même le signaler. La recherche sur la pomme de terre, Pierre, c'est quelque chose d'important parce qu'on s'aperçoit quand même que le nombre de variétés est absolument exponentiel, quoi. 3244 variétés de pommes de terre dans le monde. Carrément. Ouais. On n'imagine pas. On ne s'imagine pas. Et quand on voit, moi qui ai vécu en Amérique du Sud, quand on voit sur les marchés, au Pérou, au Chili, mais c'est incroyable. Il y a des marchés qui font 10 km de long, rien que de pommes de terre. Très différentes les unes des autres. Plein de variétés. Que des variétés qu'on ne connaît pas en Europe. Ouais. Qu'on ne connaît pas en Europe. Et moi, j'ai pu les découvrir là-bas et qui s'adaptent. On pourrait pratiquement dire que chaque pomme de terre pourrait aller avec un plat. Chaque pomme de terre pourrait... Même plusieurs variétés de pommes de terre pourraient aller avec un plat. Ouais. Mais alors pourquoi? Moi, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Je me mets à la place du consommateur et je suis un consommateur, évidemment. Donc, quand je vais faire mes courses, j'ai l'impression qu'il y a 1, 2, 3, 4 variétés de pommes de terre et que c'est un peu toujours les mêmes que l'on trouve dans nos supermarchés, dans nos magasins. Alors, il est évident qu'il y a la mainmise par certains pays, et particulièrement les États-Unis, sur les variétés de pommes de terre, oui, et qui donnent des autorisations de vente ou d'achat de certaines variétés selon qu'on soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc., etc. Les meilleurs lotis, bien sûr, c'est ceux qui les produisent. Donc c'est l'Amérique du Sud. Oui. Voilà. Après le reste, eh bien, on a droit à... Il y a quand même bien en France une bonne trentaine, peut-être plus, de marques, enfin de marques, pas de marques, de variétés, de variétés de pommes de terre. Oui. Quelles sont les variétés que l'on trouve le plus souvent? Oh ben la plus vendue, c'est la BF15. Hein, la BF15. Voilà, qui est la pomme de terre qui existe depuis la nuit des temps. Alors Pierre, je ne suis jamais allé chez mon épicier pour dire je veux de la BF15, hein, entre nous. Mais pourtant, c'est celle qui est la plus Donc ça, c'est la grosse, par exemple? Oui, c'est la très grosse, qu'on achète pour les frites, la grosse pomme de terre, voilà. Ouais. Et après, bah, c'est la belle de Fontenay. Hein. Oui. Voilà. Mais après, bien sûr, celle qui est la plus prisée au niveau de la restauration, bah, c'est la rate. C'est la Charlotte. C'est la petite, ça. Oui, la petite rate du Touquet ou d'ailleurs de l'île de Ré et tout ça, oui, qui sont des produits au niveau gustatif et au niveau santé, puisque ce sont des pommes de terre du bord de mer. Et elles bénéficient du temps, du sel, des marées, etc., etc. Donc elles en profitent énormément et elles ont... c'est un regain de puissance, ces pommes de terre-là. Vous avez également la Vitelotte, qui est une pomme de terre de couleur, qui est bonne aussi, mais très difficile à placer parce que elle ne va pas avec tout. Vous voyez, donc, mais, et puis après, vous avez des gammes modernes, comme la Grilla, qui est une pomme de terre passe-partout, mais qui est très bien, qui est un peu dure, et qui est très bien pour faire de la frite, justement. Parce qu'il y a quand même, donc, on le disait, des pommes de terre qui sont plus valables pour faire de la frite, d'autres plus valables pour faire de la purée, etc. Enfin, Oui, alors, oui et non. Parce qu'on peut tout faire avec tout. Simplement, après, c'est comment on appréhende la cuisson. Parce que au bout d'un moment, plus vous cuisez un élément, plus il va s'auto-détruire. Et donc, il va devenir tout mou. Vous prenez une bench qui est spéciale frite, par exemple, si vous l'oubliez dans la cuisson, eh bien, ça fera de la purée. Ouais. Donc, il y a une limite à tout. Et ce qui est formidable, c'est que ça, c'est la nature qui l'a conçu. C'est pas l'homme. Parce que quand on dépasse un certain temps de cuisson, on détruit ce qui tient la matière, ce dont l'homme a besoin. Quand vous dites, Pierre, que la pomme de terre, c'est bon pour la santé, ça signifie quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on trouve dans la pomme de terre? Tout ce que l'homme a besoin pour vivre. Parlez dans votre micro. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, tout ce que l'homme a besoin pour vivre, d'abord, ce sont des sucres lents. Ouais. L'homme en a besoin. Et puis, il y a du phosphate, il y a du potassium, il y a plein de choses que l'homme consomme beaucoup, ne serait-ce que par le stress et tout ça. Eh bien, la pomme de terre vous le donnera. Et
c'est pas pour rien qu'on donne souvent au bébé une purée avant de s'endormir. Tout simplement parce que ça détend. Ouais. Vous voyez ? Et ça, la pomme de terre, je me répète, et je me bats pour ça, Ouais. c'est un des tout premiers éléments de la nutrition de l'homme. Comment, Pierre, aujourd'hui, on continue de créer des variétés de pommes de terre? Il continue à y avoir des coupages, si je puis dire? Oui, mais surtout, si vous voulez, l'homme pense que en travaillant la tubercule, il va lui donner de propriétés nouvelles dont on pense que l'homme a besoin. Pourquoi pas? Je ne suis pas assez fort dans la création et l'étude de ça pour vous en parler plus avant, mais tout ce que je sais, c'est que elles ne sont pas toutes, reconnaissons-le humblement, de la qualité de certaines. Voilà. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous prenez la Vitelotte de l'île, la Vitelotte, qui est une pomme de terre qui séduit, mais au niveau nutritionnel, elle n'a pas la qualité d'une autre pomme de terre. Une autre variété. Une autre variété. Et prenez les pommes de terre, par exemple, de Noirmoutier. Là, vous avez, avec la pomme de terre de Noirmoutier, c'est exceptionnel au niveau puissance pour le corps. Et ça s'apprend pas. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette pomme de terre avait été abandonnée au début du siècle dernier. Et petit à petit, elle est revenue. Et maintenant, la pomme de terre de Noirmoutier, c'est presque un symbole, ou le symbole de la pomme de terre. Oui. La pomme de terre qui n'est pas une plante simple, hein, parce qu'il faut quand même la traiter. On est quand même dans un moment où on a de moins en moins envie de manger des produits qui ont été trop traités par un certain nombre de produits phytosanitaires. Et pourtant, il y a des maladies, il y a des insectes. Il y a les dorifores, voilà. Notamment. Donc, quelle est votre vision par rapport à ça? C'est tout simplement qu'on essaie de créer des espèces qui vont lutter naturellement contre les problèmes courants, comme d'ailleurs nous faisons de notre côté. Il y a une maladie aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions. Là, on le voit avec la Covid. Oui. Voilà. Et eh bien, au niveau du sol, c'est pareil. Parce que l'air ambiant, l'eau portent parfois des choses que les plantes n'aiment pas. Et malheureusement, quand par le sol, la pluie qui est drainée par ce qu'ont fait les vers de terre, qui sont utiles par ailleurs, mais des fois, eh bien, ça fait du mal à la culture. Ouais. Est-ce que vous comprenez cette volonté qui est réelle aujourd'hui, parce que il faut le dire, on a envie de bien manger, tout simplement, de manger sain pour pouvoir justement lutter contre ce qui nous attaque. On parlait de la Covid-19, on est en plein dedans là aujourd'hui. Vous comprenez aujourd'hui que voilà les Français aient cette envie, ce besoin de produits de plus en plus sains, voire bio? Oui. Mais je l'appelle... C'est un effet de mode à votre avis ou ça va vraiment... mais moi je l'appelle de mes voeux. Ce que je regrette, c'est que nous soyons tous séparés les uns des autres. Eux, ils travaillent dans leur coin. Mais la finalité, c'est que les gens consomment les produits. Et c'est nous qui les cuisons. C'est nous qui faisons les recettes. Je pense que moi, ça ne me viendrait pas l'idée d'aller leur donner l'idée de comment on élève des pommes de terre. C'est la terre d'abord qui non, mais ce que vous dites, vous, c'est que vous aimeriez qu'il y ait un sens qui soit donné en quelque sorte à tout ça et que vous puissiez dialoguer aussi avec les producteurs de pommes de terre, dire ce que vous attendez, vous, en tant que... moi, je voudrais travailler avec eux. Ouais. Parce que moi qui ai toujours essayé de créer des plats toute ma vie, et j'ai commencé à l'âge de 17 ans à faire des choses créatrices, eh bien, aujourd'hui, je pense que ça serait un bien qu'on se comprenne et que les gens qui élèvent ces produits, puisque on les élève déjà, eh bien, le fassent en fonction
des critères que nous recherchons, nous, pour que ça soit encore meilleur sur le plan gustatif, du ressenti, mais surtout sur le plan de la nutrition. Ouais. Et il y a quelque chose qui manque, il y a un pont à faire, il y a une passerelle à mettre. Ouais. Est-ce que vous êtes parfois inquiet quand vous voyez la manière dont l'industrie agroalimentaire utilise la pomme de terre? C'est-à-dire qu'on va remonter à quelques années où on achetait nos pommes de terre, on les pelait, on faisait les frites nous-mêmes, etc., etc. Le temps est passé, on achète des produits qui sont transformés, des purées qui sont toutes faites, on achète des pommes de terre prédécoupées pour faire les frites. Vous en pensez quoi qualitativement et de manière nutritionnelle? Est-ce qu'on y perd quelque chose, par exemple? Vous voulez que je vous parle franchement? Ah oui, oui. Bien. Alors je la hais. Je les hais parce qu'ils ne respectent en rien ce que devrait être la nutrition. Cuisiner, c'est d'abord respecter ce que la nature a défini pour l'homme. Ce n'est pas faire du fric avec des produits où on met n'importe quoi dedans et n'importe comment. J'en ai vu des tas d'usines. Ça fait plus de 60 ans que je suis dans le métier. Donc, j'ai souvent été amené à collaborer avec des usines, avec ces industriels qui font... Bien sûr ils créent les emplois, etc. Oui, puis il faut nourrir des millions et des millions de personnes aujourd'hui. Donc, mais j'ai honte pour eux. Vous avez honte pour eux, carrément. Oui. Parce qu'ils ne respectent rien. Ils ne peuvent pas trouver un peu grâce à vos yeux? Très peu. Les semi-industriels, oui. Ceux qui maîtrisent encore leur outil de travail. Moi, l'autre jour, j'ai visité une petite entreprise à Sarlat. Eh bien, effectivement, là, j'ai vu des gens qui travaillaient vraiment comme on doit travailler. Mais ils ne peuvent pas produire beaucoup. Alors, il y a un problème entre la quantité et la qualité. Parce que le problème, c'est que ces 800 000 tonnes de pommes de terre, par exemple, qui n'ont pas été écoulées cette année à cause de ces restaurants fermés notamment, il faut bien que les producteurs, eux aussi, arrivent à vendre en grande quantité pour vivre. C'est toute la chaîne, donc c'est difficile de dire je vous déteste tous, les industriels, et en même temps... Je déteste pas en tant qu'homme, oui. Je les déteste bien sûr en tant que ne pas respecter les règles... Le système, vous détestez? C'est le système. Le système et puis la façon de travailler, bien souvent. Oui. Parce que... L'un ne va pas sans l'autre. Comment? Et l'un ne va pas sans l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Parce qu'on a besoin de ces grands groupes, mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Bon, Pierre, évidemment, vous restez avec nous. Éric Fallou de FN3PT, l'Institut technique de la Fédération nationale des producteurs de plants et pommes de terre, ne nous entendait pas visiblement, et je regrette qu'on ne l'ait pas eu parce que, évidemment, on lui aurait posé des questions sur la recherche, mais ce n'est pas très grave. Je vous propose, parce que les pommes de terre, c'est bon. On peut les manger seuls, on peut manger son cornet de frites, etc. Mais si on met tout ça avec une bonne viande, c'est pas mauvais non plus. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au portrait du jour sur Radio Territoria. C'est parti. Paysans autrement, le portrait du jour. Bonjour Thomas Carlier. Bonjour. Qui est en visio avec nous. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, merci beaucoup d'être là. Vous êtes éleveur de brebis dans le Gers. Vous aimez les frites, tiens, vous, par exemple? Vous êtes un fan de frites? Oui, j'aime bien, oui. Ouais. Bon, ça se voit un petit peu. Vous êtes belge, en même temps. Donc, mais c'est pas un reproche, attention. Non, mais ça, c'est la vie au grand air. Ah, c'est ça. Bon, d'accord. Alors, vous êtes donc, je le disais, éleveur de brebis dans le Gers. Ça vous inspire, cette recherche autour de la pomme de terre, tout ce que vous avez entendu dans la bouche de Pierre qui est avec nous? Ah bah oui, ça m'inspire. Ce qui reste à une échelle artisanale, en dehors des sentiers battus industriels, oui, ça m'inspire, oui. Oui, parce que vous, justement, vous élevez des brebis et vous les élevez bien. Et c'est ce que l'on attend, évidemment, des éleveurs. Combien vous avez de brebis, tiens, Thomas? 270. 270. C'est une sacrée occupation toute la journée, ça. On peut monter facilement à 500 pour un exploitant, pour un salarié, un travailleur. On peut monter facilement à 300, 500, 600.
Bon, racontez-nous votre histoire, parce que je sais que vous avez une histoire un peu atypique. Vous vous êtes installé depuis combien de temps? Je crois que c'est assez récent. Oui, ça fait 6-7 ans qu'on est installé. Donc je suis installé, mais que toute ma famille a migré de l'agglomération toulousaine jusque dans le Gers. Donc vous êtes un néo-rural, on va dire. Je suis un néo-rural, oui. Après, j'ai quand même une carrière professionnelle dans le monde agricole assez longue, puisque après des études avortées, j'ai travaillé comme salarié agricole, ouvrier agricole, berger, puis technicien agricole. Ensuite, on a refait une parenthèse en ville parce que moi j'ai grandi à Toulouse. Ouais. Et après cette parenthèse citadine de 7 ans, on est reparti à la campagne où on s'est installé sur une ferme d'élevage ovin. D'accord. Alors Thomas, racontez-nous la manière dont vous élevez vos bêtes aujourd'hui. C'est une manière très raisonnée, si je puis dire. Racontez-nous un petit peu. Donc en fait, donc je suis en agriculture biologique et le sens de mon travail, c'est d'essayer d'exploiter en fait, de tirer parti, on va dire plutôt, je préfère, de tirer parti au mieux des ressources dont je dispose. Le Gers, en particulier les coteaux du Gers, ce sont des coteaux secs, des territoires assez pauvres. L'élevage de brebis, c'est assez adapté parce que c'est un élevage ruminant, donc pour des prairies de coteaux, ça valorise bien les prairies de coteaux. Et c'est assez adapté aussi parce que c'est un cycle de production qui est assez court et où les périodes où il y a un peu de production herbagère dans le Gers, on n'est pas en Normandie, ce sont des périodes où on a le temps à la fois de faire une fin de gestation chez les animaux et puis une grande partie de la lactation et de l'engraissement des agneaux. Donc on s'appuie sur l'herbe abondante au printemps pour caler en fait les périodes de mise bas des animaux comme le font plus ou moins la faune sauvage partout. L'animal a souvent été désaisonné, c'est-à-dire qu'en fait on produit de la viande un peu à n'importe quel moment aujourd'hui parce qu'on a adapté nos techniques aux besoins du marché. Nous, dans la façon dont on travaille ici, et en fait compte tenu du terroir, on n'a pas 50 000 manières de travailler. Dans la façon dont on travaille, on va plutôt adapter les possibilités, la production des animaux aux ressources dont on dispose. Thomas, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller directement, si je puis dire, dans cette filière bio? Je ne me voyais pas donc utiliser des produits phyto, utiliser des engrais. C'est une logique qui me plaît pas trop. Je crois qu'on a beaucoup tiré sur la corde, on a beaucoup artificialisé, on a beaucoup dopé. Pour moi, un peu tous ces produits, c'est une forme de dopage, hein, c'est-à-dire que ça améliore les performances, mais globalement, ça dégrade l'état de santé. Donc non, compte tenu de ce qu'on sait sur les enjeux climatiques, sur les enjeux agricoles, ça me paraissait pas pensable de travailler autrement. Oui, c'est aussi quelque chose qui correspond à votre façon de vivre quelque part et à votre état d'esprit au départ. Et évidemment, c'est important. Est-ce que cette filière bio, justement, aujourd'hui, étant donné que les Français veulent bien manger pour être en bonne santé, est-ce que cette filière bio, c'est une filière que vous sentez en pleine expansion véritablement? Alors, c'est difficile de répondre à cette question en fait, parce qu'il y a une très grande diversité dans la manière de travailler, y compris dans les filières bio. Si je regarde le cas de la production ovine, en fait, c'est pas super compliqué de travailler en bio en production ovine parce qu'on est quand même sur des élevages assez extensifs. Donc, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont profité de l'opportunité qui était les aides bio pour pouvoir passer en bio, pour passer leur élevage en bio. Mais il n'y a pas énormément de consommateurs. Le résultat, c'est que le marché de la viande ovine bio s'est cassé la gueule et s'est retrouvé parfois en dessous du coût du marché de la viande ovine conventionnelle. Donc, on peut dire que oui, il y a un certain engouement, mais que l'organisation de la filière fait que c'est pas forcément économiquement, c'est pas forcément le meilleur calcul. Après, si on regarde de manière générale, moi, ce que je vois en tout cas de ma ferme autour de moi, c'est que une grande partie des conversions sont liées à des gens qui sont en fin de parcours professionnel, donc qui sont plutôt proches de la retraite,
et qui vont pouvoir bénéficier d'un gros volume d'aide, en particulier en grande culture, sur une fin de carrière où on n'investit plus beaucoup. Donc pour moi, c'est plus une opportunité économique qu'un choix qui va se pérenniser sur le long terme. Alors, je le sais pas en fait ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer sur le long terme parce qu'on ne sait pas ce qui se passera à la succession de ces gens-là. Mais je suis pas certain que que l'engouement se poursuive. Je le souhaite, bien sûr, mais je suis pas complètement certain qu'une fois qu'on sera parti sorti des stratégies un peu d'opportunité, ça se poursuive. Oui, donc vous dites en gros, votre inquiétude, elle est assez. D'ailleurs, on la ressent beaucoup quand on parle avec les agriculteurs au sens large. Il y a une inquiétude sur cette sortie de crise, ce qui peut paraître paradoxal, mais il y a une inquiétude en se disant est-ce que les gens qui sont venus pendant cette crise nous voir pour acheter des bons produits, est-ce qu'ils seront encore là après ou bien est-ce qu'ils vont retourner au supermarché, parce que par exemple, je ne sais pas si on est en télétravail dans le Gers et qu'on habite pas loin de chez vous, on va peut-être venir chez vous pour acheter un produit et que si on repart dans son entreprise, peut-être qu'on ne viendra plus. Donc cette inquiétude, elle est réelle, quoi. Elle existe aussi à votre niveau, quoi. Oui. Non, il y a cette inquiétude-là pour les filières courtes, mais même pour les filières longues. Je suis pas forcément super optimiste sur ce que je vois des conversions bio, parce que on peut aussi travailler en bio dans une logique industrielle. C'est-à-dire qu'il y a je le vois à la fois, je vous ai parlé de la génération qui arrive bientôt à la retraite et qui a un coup d'opportunité pour pouvoir passer en bio sans forcément que les choses se pérennisent sur le long terme. Excusez-moi. C'est pas grave, c'est le qui sonne. Mais en même temps, je vois aussi des jeunes qui s'installent en bio et qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir une exploitation céréalière de 500 hectares en bio, ce qui pour moi est assez antinomique avec ce qu'on est capable de faire en termes de bon travail sur une échelle d'agriculture biologique. Ouais. En agriculture biologique, ça demande plus en particulier en grande culture, ça demande plus de présence, ça demande plus d'attention à ce qu'on fait. Et à mon avis, ça rentre en contradiction avec les logiques industrielles où on a un céréalier qui travaille 200, 300, 400, 500 hectares. Ouais. Thomas Carlier, vous restez avec nous parce que j'ai une petite surprise pour vous. Je ne sais pas si vous cuisinez un petit peu ou si votre épouse, évidemment, cuisine aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Pierre Marchessault, vous allez nous donner une recette. Une recette qui est très importante. Hein. C'est des frites cuites à l'eau. Oui. C'est quoi cette recette avec le micro? Oui, bien sûr. Eh bien, c'est une recette que j'ai créée déjà il y a longtemps, mais comme c'était des frites cuites à l'eau, j'osais pas en parler de trop, parce qu'on va me dire, ce type, on va le prendre pour un fou. C'est vrai qu'on pourrait penser ça. Voilà. Ouais. Alors, l'intérêt surtout, c'est que le système que j'ai mis, que j'ai créé à l'époque, il est valable aussi pour tous les autres légumes de masse. Le céleri, la betterave, etc., etc. Alors, tout simplement, c'est une loi de physique que j'ai adaptée. En partant du principe que l'eau fait densité 1 kg au litre et que l'huile est à 0,8, eh bien, je cuis mes légumes dans l'eau et quand ils sont translucides mais qui restent encore fermes, je les mets dans l'huile et l'eau repousse l'huile et ça dort uniquement par la chaleur de l'huile qui était 190 degrés. Et comme l'eau repousse l'huile, les frites sont moins grasses, en fait. Alors, elles sont pas grasses du tout, 1000 fois moins grasses que des frites traditionnelles. 1000 fois, mesurées par un laboratoire. Ouais. Mais alors, attendez, parce que juste une petite précision. Vous coupez d'abord vos frites pour les mettre dans l'eau bouillante pendant quelques minutes, ou bien vous mettez la pomme de terre entière et vous la coupez ensuite en frites? On peut faire les deux. Ah bon. Mais c'est beaucoup plus goûteux lorsqu'on les fait séparément. D'abord, on fait bouillir l'eau salée, on a épluché la pomme de terre, on l'a coupée comme on a envie que soient les frites, et on les met dedans pendant 3 ou 4 minutes. Au bout de 3 ou 4 minutes, on les refroidit pour créer un choc thermique, ça les raidit. Et à ce moment-là, je les mets dans ma friteuse en faisant très attention, parce qu'il va y avoir au moment du contact une espèce d'ébullition de l'huile qui est repoussée. Il faut faire attention que ça ne déborde pas. Donc il faut le déposer très doucement dans la friteuse. Mais si on ne veut pas les mettre dans l'huile du tout, on les fait au four. Voilà. À 180 degrés. Mais et on a le même résultat. Dans l'eau et après on les met au four, non? Et après on les met au four. Ah oui, pareil. Et on a le même résultat. Par contre, elles auront moins l'aspect de la frite. Elles seront un peu plus marron. Ouais.
Bon, bah écoutez, en tout cas, merci pour cette idée de recette. Voilà. Il nous reste très peu de temps. On aurait pu parler de la purée Rebuchon, évidemment, mais... En quelques secondes, le secret de la purée avec Rebuchon... un petit gigot d'agneau, là, justement. Voilà, la purée Rebuchon, c'est tout simplement que lui, par contre, cuit les pommes de terre avec la peau. Après, elle est écrasée, il la monte au beurre, et lorsqu'elle est montée et qu'en la tournant avec sa cuillère, elle se met en boule et qu'elle se décolle des bords de la casserole en inox, eh bien, il la passe au tamis pour l'aérer. Et là, vous avez une purée d'une douceur. Oh bah dites donc, quand vous en parlez, on dirait presque que vous faites l'amour à la patate. Presque. Voilà. Bon, merci beaucoup. En tout cas, merci Thomas Carlier d'avoir été avec nous depuis le Gers. On était ravis de vous entendre. Vous nous avez raconté votre métier avec passion, et c'est ça que évidemment on apprécie sur Radio Territoria et dans Paysans Autrement. Merci. On se retrouve demain. Merci également évidemment à vous, mon cher Pierre. Merci aussi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro en direct pour Paysans Autrement sur Radio Territoria. Pour cette semaine spéciale Salon de l'agriculture virtuelle, vous le savez, avec CEMEI, notre partenaire, l'interprofession des semences et des plants, les émotionneurs à la réalisation. On parlera avec ma camarade Anne-Solange Muisse, qui sera à ma place. On parlera du végétal. Peut-il remplacer la viande, le végétal? Les protéines végétales sont-elles meilleures que les protéines animales? Beaucoup de Français se posent la question, modifient leur comportement, on va dire, alimentaire. Eh bien, on en parlera demain. On vous embrasse et à demain. Au revoir. Paysans Autrement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.